Merci à tous d'être ici. Donc voilà, je me représente pour ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure. Donc je suis Frédéric Boidron, responsable de l'équipe Planète Robot, donc rédacteur en chef du magazine Planète Robot, qui est donc le seul magazine dédié à la robotique dans son ensemble en langue française dans le monde. Donc on est distribué à 60 000 exemplaires en France, Belgique, Suisse et Canada, en kiosque, par abonnement, en version numérique. À savoir que donc on l'a lancé en 2009. Alors juste pour préciser un petit peu, moi j'étais dans l'informatique à l'origine, je bossais au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Et en 2007, j'ai commencé à monter un blog sur la robotique parce que c'était une passion qui commençait à grimper en moi, on va dire. Et le blog a pris une ampleur assez phénoménale auquel je ne m'attendais pas. Parce que moi, j'écrivais plutôt un blog pour les copains en me disant, voilà, si j'ai 3-4 visites par jour, je serais content. Et finalement, au bout de 2 mois, j'étais à plus de 4000 visites par jour. Et je suis devenu donc la référence des blogs de robotique en France. Et au bout de quelques mois, j'ai commencé à me dire, tiens, je vais peut-être faire un petit PDF, histoire de... Voilà, tout en continuant à travailler au chantier de l'Atlantique. Et jusqu'au jour où, début 2009, Philippe Seban, qui est un... Je ne sais pas si vous connaissez, dans le monde du jeu vidéo, qui était le PDG de Loriciel, qui était une boîte de jeux vidéo, qui était quasiment numéro 1 en France à l'époque, au début des années 80, et qui avait envie de se lancer dans l'édition. Passionné plus ou moins par la robotique, il s'est dit, tiens, je vais lancer un magazine sur la robotique. Je suis tombé sur votre blog, je le trouve génial. Est-ce que vous voulez pas lancer un magazine avec ? Bon, c'est parti. Donc, je suis assez content de ne pas m'être dit, c'est pas mon métier, je suis pas journaliste. Je me suis dit, allez, banco. Donc j'ai tout lâché au chantier et j'ai lancé donc le magazine en 2009, donc décembre 2009. Le premier numéro. Et donc là, on a commencé bimestriel. On est toujours bimestriel avec l'espoir très rapidement de passer en mensuel. Donc on est déjà au numéro. Là, je suis en train de. Alors, c'est 39 qui est en kiosque et là, je bosse sur le 40. Ça va relativement vite, mais il va falloir aller encore plus vite pour le mensuel. On va commencer bientôt aussi à éditer des hors-séries, dont le premier qui a pris du retard, qui normalement devrait arriver bientôt quand même. Donc le premier hors-série sera la vie quotidienne en 2040, où on va imaginer donc 2040 vraiment dans sa vie quotidienne, au travail, à la maison, dans ses loisirs, d'une façon générale. Voilà, et à côté de ça, donc je suis maintenant consultant en robotique, principalement autour du service, où je peux faire de la com autour de la robotique, par exemple. Voilà, après, n'hésitez pas à venir vers moi. Voilà, donc là, on va traiter de la robotique. Je pense que vous êtes un peu au courant. Alors, donc voilà à peu près les sujets que j'avais envie d'aborder. On n'a qu'une heure, donc comme je disais tout à l'heure, le problème c'est que quand je suis lancé dedans, j'ai tendance à y aller parce que je suis un petit peu passionné par ce sujet, on va dire. Donc, je vais quand même essayer d'aller assez vite. Alors déjà, qu'est-ce qu'un robot ? Tout le monde n'est pas d'accord. Alors, officiellement, robot, d'après Larousse, appareil automatique capable de manipuler des objets ou d'exécuter des opérations selon un programme fixe, modifiable ou adaptable. C'est très vaste. Moi, je dirais que c'est un petit peu ma vision, puisque du coup, ça englobe également les objets connectés, l'impression 3D, tout ce qui peut être automatisé. D'après d'autres, que je nommerai pas dans cette salle, pensent qu'un robot a forcément une forme humaine. Mais il n'est pas le seul à le penser, puisque d'après le Wiktionnaire, c'est le cas, un robot, c'est une machine de forme humaine. Voilà, après, personne n'a la même vision de la robotique, c'est très très vaste. Bon, en gros, la robotique, d'une façon générale, donc c'est un mélange de deux univers principaux, donc l'informatique, la mécanique et l'électronique. Donc c'est mélange de ces 3 domaines, en fait, dans le but d'exécuter des tâches de façon la plus autonome possible. Sinon, normalement, si elle n'est pas faite de façon autonome, c'est plus vraiment un robot, mais un automate. On va voir un petit peu la différence d'ailleurs dans les prochaines slides. Donc
Donc justement, là, on va revenir très rapidement sur l'histoire du robot. Donc le robot, a commencé, c'est l'automate, c'est la base. En fait, ce qu'on voit ici, c'est dès l'Égypte antique, les automates étaient là. Là, c'était une statue mortuaire qui était là pour impressionner, en fait, pendant les offices religieux. Donc la gueule s'ouvrait. Un peu comme par magie, et c'était simplement quelqu'un derrière qui tirait avec un fil, mais c'était déjà un peu le début de l'automate. Donc après, il y a le jacquemart, hein, bien sûr, qui en fait est arrivé en fait avec les débuts de l'horlogerie précise, les grands mouvements horlogers précis. Et alors à côté, là on arrive déjà à un automate très complexe, créé par Léonard de Vinci. C'est le Marzocco. En fait, c'est le lion en fait emblématique de Florence. Et donc, c'est Léonard de Vinci qui l'a créé. En fait, celui-ci, c'est une réplique. L'original a été détruit malheureusement. Et il a été apporté donc des fleurs à François Ier qui était en visite dans la ville. Et donc, vous imaginez en 1515, ça fait quand même un sacré moment, hein, un lion de taille la taille d'un lion qui marchait et qui est venu apporter des fleurs à François Ier. Ça devait être quand même assez grandiose à l'époque. Alors plus tard, donc la Pascaline, c'est l'ancêtre de l'ordinateur. En fait, c'est simplement une machine à calculer créée en fait par Blaise Pascal. Il avait créé pour son père qui travaillait dans les finances et qui avait besoin d'un moyen technique rapide pour faire ses calculs. Et à côté, donc, c'est le canard de Vaucanson. Alors, c'est un automate assez complexe, puisque alors, on n'a pas les preuves, mais d'après les écrits de l'époque, parce que ça, c'est pareil, c'est une reproduction. D'après ce qui avait été créé à l'époque, il était capable de cancaner, de battre des ailes et surtout d'avaler du grain et de le digérer. Et il sortait à la fin, ses excréments. Aujourd'hui, on appellerait ça un gastrobot. Alors là, on arrive sur des automates un peu plus complexes. Donc les fameux métiers Jacquard. Donc là, c'est à la fois l'ancêtre de l'informatique et l'ancêtre de la robotique, puisqu'en fait, donc c'est pour tisser, hein, je pense que ça vous l'avez compris, mais c'est utilisé avec des cartes perforées, ce qui permet en fait de créer, de programmer à l'infini des motifs autant qu'on veut, suivant nos besoins, et ça remplit vraiment les bases de ce que peut être donc toute cette industrie, voilà. À côté donc un autre automate, ça va être le dernier. Donc là, c'est les automates de Jacques Edrose. C'est un horloger suisse qui avait créé des automates très avancés, puisque je vais même vous montrer une petite vidéo. Okay. En fait, il était capable de dessiner ou d'écrire des textes à la demande ou des dessins, de refaire des dessins à la demande. Donc c'est une programmation mécanique. Et il avait plusieurs dessins. En fait, c'est pas des dessins qu'on lui donnait comme ça. En fait, c'est que à l'intérieur, il avait mécaniquement une mémoire avec plusieurs dessins préprogrammés. Alors sinon, le robot, l'être, comment dire, la machine vivante, c'est quelque chose qui est loin d'être une idée moderne, puisqu'en fait, là, le premier, en fait, c'est le golem. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la légende du golem. En fait, ça fait partie de la mythologie juive. C'était dans le Talmud. Dans le Talmud, ils imaginaient donc un être fait d'argile qui était doué de vie. Et tout simplement, il fallait faire un dessin sur son crâne pour le réveiller ou pour l'endormir. Et donc, en fait, il était là pour défendre son créateur. À côté, il y a le fameux monstre de Frankenstein, créé donc par Mary Shelley, qui s'inspire déjà de Prométhée, qui était dans la Grèce antique une déesse qui avait créé les hommes à partir de la boue. Donc en fait, il y avait déjà cette notion. Et là, à côté, alors là, c'est le moment important de la robotique pour tout roboticien qui
qui s'intéresse un peu à ça, c'est que c'est là qu'on a créé le mot robot. En 1920, c'est une pièce tchèque de Karel Čapek, donc qui est un écrivain qui a créé une pièce où il imaginait des êtres, des machines qui étaient fabriquées pour nous aider, des esclaves. Et esclave en tchèque, c'est robota. Et ces esclaves, peu à peu, commençaient à se dire, et si nous, on prenait le pouvoir, ça serait bien. Et donc, du coup, c'était déjà le début de beaucoup de romans de science-fiction. Et c'est là qu'est arrivé le mot robot, donc qui veut dire, en tchèque, en fait, le mot serviteur, mais plus dans le sens esclave, c'est-à-dire c'est un serviteur soumis. Alors là, les premiers robots, là, on commence à arriver dans quelque chose de un peu plus proche de ce qui existe aujourd'hui. Donc là, c'est le Adjedresista. Donc en fait, c'est le joueur d'échecs. C'est une machine en fait qui joue aux échecs. En fait, il fait juste les parties finales. Il joue juste avec le roi et je crois la tour. Enfin, il joue juste avec quelques pièces. Mais en 1912, une machine qui, elle, déplaçait sa pièce et qui réfléchissait, entre guillemets, à comment jouer, c'était quand même quelque chose d'assez fantastique. Et donc, à côté, Alpha the Roboter. Donc, lui, c'était une entreprise, Mullards, une entreprise d'électronique, qui voulait faire sa pub et qui avait créé un être robotisé. Et lui, il expliquait dans sa publicité. C'était une sorte de street marketing à l'époque. Dans sa publicité, il indiquait que le robot était doué d'une intelligence et qu'il était capable de plein de choses. On lui donnait des ordres vocaux, il le faisait derrière. Sauf qu'en vrai, c'était piloté. Mais bon, il y a quand même une partie mécanique qui était déjà bien en avance. Et juste après, le Electro, et lui est déjà beaucoup plus évolué. On va voir de toute façon, vite fait, ces deux machines. Donc ça, c'est Alpha the Roboter. Et donc Electro, by far the most advanced mechanical man was Electro. Il était capable donc de marcher. En fait, pour marcher, en fait, il était relié à un rail qui faisait déplacer en fait les pieds les uns après les autres. Et d'après les journaux de l'époque, il était capable de reconnaître certains messages vocaux et d'y répondre. On pense quand même que c'est pareil, c'était plus ou moins piloté vu les technologies de l'époque. Là, on arrive pareil dans des robots beaucoup plus complexes. Alors là, c'est vraiment des robots, on fait plus semblant. Donc le premier, c'est une des tortues dans l'anglais Gray Walter. Donc en fait, c'était un robot en fait qui se dirigeait en fait avec la lumière. Tout simplement, il avait des cellules photosensibles et dès qu'il voyait une lumière un peu plus forte, il se dirigeait dans sa direction. C'était à l'époque, c'était déjà énorme. Et à côté, donc c'est le Palomilla de Norbert Wiener qu'on va voir tout de suite, qui est en gros le même principe. Norbert Wiener invented the science of cybernetics, a word coined from the Greek meaning governor. Rather than being run by complex computer programs. Ça, c'est le Beast. Alors, le Beast, lui, en fait, pour se déplacer, il n'avait pas de caméra et il utilisait un bras et il tâtait en fait le mur pour savoir où il était. Et son but, c'était juste de trouver une prise pour se recharger. Donc, forcément, l'industrie s'empare du phénomène, c'est quand même logique. Ils auraient eu tort de passer à côté. Et donc le premier qui est arrivé, donc c'est l'Unimate de Georges Devol. Donc il s'inspirait en fait des télémanipulateurs du monde nucléaire. Et le premier robot a été mis en place chez General Motors. Mais en fait, ça faisait 5 ans qu'il travaillait dessus. Et en fait, avant, il y avait je ne vais pas rentrer dans les détails. À côté, rapidement, le premier robot 6 axes qui a été créé par Victor Shenman et qui a été revendu à Unimation, donc le créateur de Unimate. Donc le Unimate. Pour l'époque, c'était vraiment très impressionnant. C'était vraiment le symbole du futur.
On retrouve exactement ce qu'on fait aujourd'hui avec un robot. Donc à côté le Famalus, donc le premier robot de KUKA, qui était à l'origine KUKA, ils ne faisaient pas des robots, ils existaient déjà depuis plus de 100 ans et ils s'occupaient des luminaires pour l'éclairage public. Et quand ils sont arrivés dans la robotique, voilà leur premier modèle, donc le Famalus en 73. Et à côté donc le Motoman L10, donc, qui a été repris par Yaskawa, qui a son antenne à Nantes. Voilà, alors le problème de celui-ci, mais je pense tous les robots, c'est que chaque mouvement, en fait, aujourd'hui, on donne une coordonnée et une autre coordonnée. Après, c'est le robot qui s'occupe de faire tout le trajet. Et le problème des robots, dont le L10, c'est qu'en fait, pour aller d'un endroit à l'autre, il fallait décrire chaque pas. Donc c'était très long, mais c'était à l'époque la seule solution. Donc les robots, forcément, ils pouvaient aller dans les endroits que nous, on ne pouvait pas aller. Et l'endroit où il est plus sympa d'envoyer ce genre de choses, c'est dans l'espace. Et pendant très longtemps, ils étaient les premiers, et d'ailleurs toujours, hein, par exemple pour Mars, ils étaient les premiers avant les humains pour explorer, puisque là, on envoyait donc des machines qui, si elles se scratchaient, c'était pas bien grave. Enfin, c'était pas bien grave, il y avait quand même des sous dedans. Donc le premier qu'on voit, c'est le Luna 16, donc c'est le premier engin donc russe. C'est le premier engin qui a réussi à se poser en douceur sur la Lune, prendre des échantillons et les ramener sur Terre. Donc c'est pas une mince affaire, c'est pas juste je me pose, je prends 2 photos. À côté, le Lunokhod, donc le premier rover sur la Lune. Donc il s'est posé et il a fait, je crois, quelques dizaines de mètres, mais c'est déjà pas mal. Et il a pris quelques photos. À côté, donc c'est pas Curiosity le dernier, c'est Spirit. En fait, il y a eu en 2004, c'est après Sojourner, il y a eu Spirit et Opportunity, 2 robots qui sont arrivés sur Mars. À l'origine, était prévu une mission de 3 mois, sauf que Spirit, on est en 2016 et il continue à travailler. Donc ça, c'est Lunokhod, rapidement, et Spirit. Donc il est toujours en activité. Et Opportunity, ça fait pas très longtemps qu'il est... en fait, il s'est embourbé dans du sable et impossible d'en sortir. Et depuis, la batterie est morte. Alors que Spirit fonctionne toujours. Je crois qu'il a juste une roue qui est un peu cassée. Mais à l'origine, ils avaient prévu 3 mois de travail. Voilà, donc toujours dans l'espace. Là, on arrive dans l'espace d'aujourd'hui, puisqu'on arrive dans des années proches d'aujourd'hui. Alors là, le premier, c'est le Robonaut. C'est le premier, alors ça c'est déjà le deuxième celui-là, mais c'est le premier qui allait réellement dans l'espace. C'est le premier robot humanoïde créé par la NASA, capable de travailler dans l'espace. Pourquoi envoyer un robot plus qu'un humain? Parce qu'il y a des missions qui sont un peu difficiles en orbite, et envoyer un robot humanoïde, c'est quand même plus facile, c'est moins dangereux pour certaines séquences. Et en plus, c'est manipulé des fois depuis la Terre. C'est-à-dire qu'il y a une personne en combinaison qui fait les mouvements avec un casque virtuel et qui voit exactement ce que voit le robot. Et donc, en fait, quand il fait un mouvement, le robot reproduit le même mouvement. À côté, donc c'est... hop là. C'est lui. C'est donc Ki-Robot. Et donc ce petit robot en fait a été, alors c'est pas exactement ce modèle, mais c'est quasiment. Donc c'est un robot social. C'est-à-dire qu'en fait, dans la station spatiale internationale, il y avait Koichi Wakata, qui était un japonais et qui avait peur de s'ennuyer là-bas tout seul, d'être le seul à parler japonais. Et donc ils se sont dit, tiens, on va lui envoyer un petit robot compagnon pour discuter avec lui. Donc le voilà. Et à côté, donc Valkyrie, qui est là. En fait, ça c'est Robonaut 2, et ça c'est Robonaut 5, Valkyrie, qui pour l'instant n'a pas encore allé dans l'espace, mais son but c'est d'aller par exemple sur la Lune et de commencer à faire des travaux pour une future station où les humains pourront aller après. En attendant, il est aussi développé pour pouvoir aider en cas de, par exemple, un tremblement de terre, à être là pour aider les secouristes. Et pourquoi pas aller dans les endroits dangereux où on n'enverrait pas un humain. Of the International Space Station. Donc le Robonaut 2. Depth, Robonaut houses an infrared camera where his Ki-Robot. Ça, c'était son premier message quand il est arrivé à bord.
et donc Valkyrie. À savoir qu'il a participé il n'y a pas longtemps à un concours de sauvetage où en fait on imaginait un décor complètement délabré et où des robots devaient faire plusieurs actions. Et en fait il a été très mal placé. Il a fait partie des bons derniers du concours. Donc c'était le DARPA Robotic Challenge. Mais depuis il a bien évolué. Alors, ce que j'appelle la première vague des robots, en fait, c'est plutôt la première vague des robots personnels. Dans les années 80, il y a eu un premier boom de la robotique. Il faut savoir qu'en fait, une technologie, avant de prendre le pas, elle a toujours, enfin, souvent, une vague en fait où elle monte. Et puis, à un moment donné, les gens sont déçus parce qu'en fait, ils s'attendaient à beaucoup de choses. Puis, ça fait pas grand-chose, finalement. Donc, du coup, ça redescend. Pendant quelques années, ça remonte. Et puis là, cette fois, c'est parti pour de bon. Là, on est actuellement dans cette phase. Et dans les années 80, on est justement dans cette phase-là, la première vague où les gens y croyaient. Mais sauf que la technologie n'était pas là. Et donc là, il y a quelques-uns des robots en fait qui ont jalonné cette période. Donc ça, c'est le Hero. Le Hero, en fait, c'était pour ceux qui connaissent, un processeur Motorola 6809 avec 4 kilooctets de RAM. Donc imaginez le nombre de pas de mémoire dedans, on ne peut pas faire grand chose. Mais bon, c'était déjà la base et c'était du plastique un peu toc quand même. Alors Landrobot, pareil un peu toc, mais lui était dans le but d'aller vraiment chez les gens. Donc ça c'est Nolan Bushnell qui l'a créé, donc c'est le créateur d'Atari, celui qui a créé Pong, les consoles de jeux et tout, qui s'est dit bah, maintenant les jeux vidéo, ok c'est parti, et si je me lançais dans autre chose, je pense que c'est la robotique, et il a lancé donc ce robot avec la société Androbot, qui 2 ans après, voilà, c'était trop tôt. Et puis bon, c'est vrai que c'est pareil, ça fait un peu jouet quand même. Mais son but était quand même de le distribuer aussi dans les centres de recherche et tout ça. J'entendais un oui parce qu'il y en a peut-être eu un dans un labo, non? Alors ça c'est l'Odex. Alors lui c'est un robot qui avait été destiné vraiment à la recherche. Le but c'était d'arriver à faire marcher un robot et de monter des marches. Entre autres, et il a quand même servi à quelque chose, c'est que ses descendants ont travaillé longtemps dans les centrales nucléaires pour aller dans les endroits inaccessibles. Donc j'ai oublié de préciser celui-ci, qui est assez marquant, le COG, qui a été créé par René Brooks. On en reparlera un peu plus tard. René Brooks est un des grands-pères de la robotique, enfin surtout de l'intelligence artificielle. Il travaille sur l'intelligence artificielle de façon vraiment spectaculaire depuis les années 80-90. Et ça, c'était son premier robot. On verra un peu plus tard son robot actuel, enfin un de ses robots actuels. Alors, là, je risque de choquer du monde. J'ai mis un petit dinosaure ici, en disant que, voilà, robot en entreprise, le robot industriel tel qu'on le connaît, beaucoup pensent que maintenant c'est des dinosaures et qu'ils vont être appelés à évoluer, mais grandement évoluer. Alors, je dis pas tout de suite, hein, ceux qui travaillent dedans, vous avez encore de la marge, mais d'ici 15-20 ans, la robotique industrielle telle qu'on la connaît aura largement évolué. Donc ça c'est une petite chaîne pour montrer à quoi ça ressemble. Le problème en fait avec ces robots, alors c'est très bien, c'est rapide, ça travaille tout le temps, mais le problème c'est qu'un robot comme ça, il a une tâche tout le temps, 24 heures sur 24, c'est toujours la même. Et c'est très bien pour une grosse entreprise, une TPE, il a du mal à suivre. Parce qu'une TPE, il va pas acheter 15 robots pour faire 15 tâches différentes. Il a besoin d'un robot qui fasse toutes les tâches. Et donc là, ce qui est vraiment l'avenir, c'est le cobot. Alors le cobot, c'est quoi? C'est le robot collaboratif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le robot qui non seulement va pouvoir faire plusieurs tâches différentes. Le matin, il fait une tâche, l'après-midi, il fait une autre tâche, le soir, il en fait encore une autre, et la nuit, encore une autre. Et surtout, il travaille avec l'humain. C'est-à-dire que l'humain, voilà, comme je disais, de toute façon, comme je dirais, je répéterai plus tard, le robot n'est pas un remplaçant, c'est un outil. Et là, le cobot, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'humain et le robot travaillent de concert. Ils travaillent dans la même cellule, ils peuvent se toucher. Actuellement, les robots industriels, c'est le problème, c'est qu'ils sont dans des cages.
Bon, par contre, ça travaille très vite. Mais si on se rapproche, on peut. Il n'y a pas de vérification si on est là et il peut très bien nous blesser. Il y a déjà eu des incidents d'ailleurs. Alors le type de cobot, ben justement, tout à l'heure je parlais de Rodney Brooks. Donc ces robots principaux, donc c'est le Baxter et le Sawyer, qui sont des cobots qui sont pour l'instant, en tout cas en Europe, utilisés uniquement plutôt dans les labos de recherche et les écoles, simplement parce qu'ils n'ont pas la norme CE. Mais un jour, peut-être qu'ils vont y arriver. Et à côté, donc ça, c'est deux autres robots dans le même esprit. C'est vrai qu'ils ont un côté un peu plus humanoïde. En fait, là, on commence à arriver dans un mélange entre la robotique industrielle et le robot humanoïde, le robot de service, puisque en fait, c'est même du coup, ces robots peuvent également servir dans le monde du robot de service. Des Motoman ou des Nextage ou même des Baxter, on les voit par exemple en Chine préparer des repas dans des restaurants. C'est déjà devenu classique. Alors qu'un robot industriel KUKA basique, il aura un peu de mal. Bon, on pourrait, mais c'est pas son but, quoi. Donc ça, c'est le Next Stage. Alors, le problème du cobot, par contre, c'est qu'il est lent. Il est lent, puisque il doit toujours travailler avec l'humain et il faut pas le baisser, donc il va toujours travailler lentement. Mais son gros avantage, c'est que là, il fait cette tâche. Le soir, si ça se trouve, il va faire, je sais pas, complètement autre chose, voire travailler dans une autre entreprise. Which the robots use to position themselves. Dans le même esprit, le Next Stage. They can start working right away. 特に柔らかいもの、柔軟物を取り扱えるようなことですとか。Et en plus, c'est donc des bras, des doubles bras. Donc ça permet en plus de travailler de concert les deux bras, voire de travailler avec un humain ou un autre robot. Donc le SDA-10. Là, il monte une chaise, ça se trouve, 2 heures après, il va monter une table. Alors, d'autres types de cobots. Donc, en fait, comme je disais tout à l'heure, le robot travaille avec l'humain. Et là, ce qu'on a vu, pour l'instant, il ne travaille pas beaucoup avec l'humain. Là, c'est vraiment le cas. RB3D, c'est une société française qui, du coup, développe justement des cobots. Et c'est vraiment de l'aide. En fait, là, c'est vraiment dans le sens outil. Par exemple, le 7A15, en fait, ça permet de pouvoir avoir une machine lourde dans les mains et de quand même travailler 8 heures dessus sans s'essouffler, sans avoir fatigue ou quoi que ce soit. En fait, le bras accompagne complètement le mouvement et dans tous les sens. On peut vraiment tourner dans tous les sens. J'ai essayé au salon InnoRobot. C'est assez impressionnant. Le 1 à 100, c'est un peu dans le même esprit. Et le IWA, ça c'est encore autre chose. C'est un bras, là c'est plus un bras industriel classique, mais dans l'esprit, un peu comme le Baxter, c'est-à-dire qu'il travaille vraiment avec l'humain. Là, c'est ça. Il travaille avec l'humain de concert. Donc là, en fait, la petite vidéo montre vraiment, parce qu'en fait, actuellement, le robot, il est dans sa cellule, et l'humain ne peut pas être dans la même cellule. C'est impossible. Et grâce au cobot, le KUKA ou n'importe lequel, il peut travailler ensemble. Je fais pas de pub pour KUKA. Hein. Alors les exosquelettes, pareil, ils arrivent en entreprise. Honda, notamment à ça, d'ailleurs c'est celui-ci. Ils ont ça maintenant dans leurs usines. Donc l'exosquelette, le but c'est de reprendre le principe de, par exemple, ce que fait RB3D, c'est de travailler sans fatigue, et ça permet sans effort, sans fatigue. Et pourquoi pas même ajouter des membres, parce qu'on a 2 bras, c'est bien, mais pourquoi pas en avoir 4? Vous allez voir après une petite vidéo. Donc ça c'est l'exosquelette HAL qui est déjà commercialisé depuis déjà un certain nombre d'années et qui est utilisé de plus en plus dans des entreprises japonaises.
Et ça permet effectivement de soulever des poids, de faire des mouvements répétés sans que les gens se fatiguent. Et du coup, comme par hasard, il y a moins de gens qui partent en congé maladie. C'est le même esprit. Ça, c'est, vous voyez, imaginez, dans certaines industries, on est toujours en train de se baisser, se soulever. Quand on est équipé de ça, c'est vrai que ça fait un peu ridicule, mais il faut quand même imaginer que la personne, elle ne fait absolument aucun effort et elle peut rester comme ça des heures, elle est assise et elle choisit sa position, elle ne ressent pas la fatigue sur son travail. C'est par hydraulique, je crois. On va vérifier. Alors ça c'est celui que je disais tout à l'heure. Donc c'est le Super Numerary Robotic Limbs. Alors le principe, c'est que le robot essaye de deviner quel est votre besoin. Et si par exemple vous levez les bras, il imagine que les deux autres, ça serait bien qu'elles se lèvent aussi. Et donc du coup, ça permet de travailler avec quatre bras. Je crois qu'il y en a qui ont des idées. Ou alors, imaginons quelqu'un qui transporte un colis, et il y a un troisième bras qui vient sonner. Alors là, on quitte un peu le monde des cobots, mais on arrive. C'est toujours le monde des cobots parce qu'ils travaillent dans le même univers que nous. Et c'est les robots pour la manutention. Donc le Kiva, on m'a dit maintenant qu'il n'est plus en vente parce que depuis que ça a été racheté par Amazon, apparemment ils ont arrêté tout le. Mais quelqu'un m'a dit qu'il paraîtrait qu'il y aurait une boîte en France qui essaierait de reprendre le relais. Et donc vous allez voir une petite vidéo derrière, c'est assez impressionnant. C'est que c'est des robots en fait qui vont, qui viennent se mettre sous les étalages suivant les besoins. Par exemple, vous êtes chez Amazon et vous avez fait une commande, et la personne qui prépare les commandes attend tous les cartons qui arrivent, il saisit les objets, les met en carton, et puis les robots vont le remettre. Mais on va voir ça après. Voilà, merci. Bon, on va voir une démo d'un robot donc équivalent. Mais sauf que voilà, maintenant c'est mieux maintenant. Alors à côté l'Adept, donc c'est des robots qui par exemple sont utilisés. Je crois que c'est lui qui est utilisé à l'hôpital de Nantes. Je suis pas sûr, mais j'ai cru comprendre que c'était celui-ci. C'est un robot en fait qui vous lui indiquez en fait je veux envoyer tel objet à telle personne à tel endroit, et en fait il suffit de le préciser via une application. On met ce qu'on veut apporter. Donc par exemple dans un hôpital, ça peut être des médicaments, ça peut être même pourquoi pas un rein, j'en sais rien. Et ça permet d'aller très rapidement en fait dans les couloirs, enfin un couloir souterrain, pour aller d'un endroit à un autre de l'hôpital. Allo, qu'on va voir un peu plus tard. Donc c'est un robot groom, c'est-à-dire qu'en fait vous faites une demande dans. Je vais balancer les vidéos parce que sinon on va pas avoir le temps. Donc ça c'est voilà maintenant donc il y a l'équivalent en France. Voilà. Donc là c'est ce qu'on appelle des swarm bots, des robots en essaim. C'est-à-dire qu'ils travaillent réellement en collaboration les uns les autres, ils communiquent les uns avec les autres. Et ils se mettent à la queue leu parce que par rapport à la commande qu'il y a eu. Et une fois que on a fait, on a empaqueté, ils repartent après remettre les étals au bon endroit. Donc ça c'est le Adept. Lynx are self-guided, designed to transport materials in congested environments, intelligently navigating around obstacles. Lynx vehicles are ideal for applications in manufacturing. Et donc ça c'est le robot groom. Donc en fait, vous avez fait une demande dans un hôtel, vous avez besoin de serviettes. Vous avez appelé le standard et c'est le robot qui va apporter la serviette à l'étage. Il prend l'ascenseur. Alors c'est déjà en place, hein. C'est un robot qui est déjà en place dans les hôtels en Californie. Et en plus, il ne demande pas de pourboire. Début 2016. Alors les Fibot, alors ça c'est un petit robot agricole ce premier véhicule qui est assez intéressant. En fait, c'est un robot simplement qui suit son utilisateur
Et donc du coup, pour un maraîcher, par exemple, c'est intéressant, c'est que le robot le suit et il n'a pas, voilà, il a toujours les mains de libre et il peut travailler donc avec un robot qui le suit sans avoir à s'en occuper. Alors les robots peuvent accueillir. Alors j'ai mis un hologramme, c'est pas vraiment un robot, je sais, mais je préfère voilà, pour moi, dans ma tête, j'englobe beaucoup dans la robotique toutes les technologies associées, donc l'impression 3D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les hologrammes, tout ça, je pourrais vous expliquer pourquoi, mais ça prendrait des heures. Et après, je vais vous montrer aussi l'iDreams. Donc ça, c'est une banque en Espagne qui s'appelle Santander et à son siège social. Donc il y a c'est pareil, c'est des robots en essaim. Ils ont une vingtaine ou une trentaine de robots qui se baladent et qui vont accueillir les gens. Et s'il y a par exemple un rendez-vous, ils vont le amener à la bonne personne, voilà, au bon étage et tout. Donc c'est pour l'accueil, ça simplement c'est pour du terme en termes d'image. Donc ça c'est un hologramme qui est dans un aéroport. En fait, ça a commencé à se développer il y a 2 ans et j'ai l'impression que ça se multiplie un peu partout. Je ne sais même pas s'il y en a encore en France, mais j'ai l'impression que quand j'ai fait mes recherches il y a quelques temps pour faire un article là-dessus, je m'aperçois qu'une bonne partie des aéroports... Comment ? Alors le principe, c'est juste une plaque de verre et le projecteur est en dessous. Et en fait, la personne ne bouge quasiment pas. En fait, c'est quasiment que le visage. Alors, c'est pas du vrai hologramme. Donc ça, c'est chez Santander. This is probably the first application that uses swarm robotics in a commercial context. Oui, je fais des vidéos courtes parce que comme j'ai qu'une heure. Donc là maintenant, toujours dans le même esprit, communiquer avec le client. Ça, c'est vraiment l'image qu'on veut rendre. Donc le Pepper, qui est à l'origine une entreprise française, c'est Aldébaran qui est derrière, qui a été racheté par les Japonais il y a quelques temps. Donc a développé le robot Pepper, qui est un robot vraiment d'aide à la personne, mais dans le sens plus street marketing que je vais aider une personne à se soulever, malgré qu'au début c'est un peu ça qui mettait en avant. À côté, donc le Furo, quoique pareil, je vais passer directement aux vidéos. Donc ça, c'est le Pepper. Alors pour ceux qui veulent le voir fonctionner, il est par exemple à la gare des Sables. Il fait l'accueil à la gare des Sables. Donc vous pouvez très bien les discuter avec lui. Il y en a, je crois, à Carrefour aussi à Nantes, où le robot est là et vous pouvez aller prendre voir des infos sur des produits. C'est vraiment du street marketing, enfin du marketing en général. Dans le même esprit, donc le Furo. Donc ça, c'est un robot coréen. Bon, je vais aller rapidement parce que c'est le même esprit. Encore un autre, le RIM. Donc c'est pas le robotique, c'est une boîte espagnole qui est assez avancée. Ils ont même des robots humanoïdes avec jambes. Celui-ci est sur roue, mais ils ont des robots très avancés. Et donc là, il est actuellement utilisé dans les pays du Moyen-Orient, dans les grandes surfaces. Ils ont des gros contrats là-bas. C'est leurs principaux clients. Alors là, c'est l'Actroid DR3. Alors là, on arrive dans ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. C'est-à-dire que chez nous, ça passerait pas. Les gens auraient peur. Là-bas, moi je suis allé au Japon il n'y a pas longtemps pour le salon IREX, le plus gros salon de la robotique. Là-bas, c'était assez courant. Je dirais un stand sur 10 avait son robot qui faisait l'accueil et qui présentait des produits. Chez nous, ça passerait pas. Les gens auraient peur. Pareil, là, je pourrais faire toute une conférence là-dessus, mais ça serait un peu long à expliquer. Se faire remarquer. Alors, la première chose, faut prendre de la pub sur Planète Robot. C'est le meilleur moyen de se faire remarquer. 60 000 exemplaires dans le monde, quand même. Bravo, merci. Également, donc les gyropodes qui sont de très bons moyens de faire de la pub. Les gyropodes, c'est vraiment dérivé du monde du robot. C'est des senseurs qui permettent de garder donc le véhicule en équilibre sur ses deux roues.
Et forcément, je pouvais pas passer à côté de l'ARIA de nos amis de Cybdroid, qui est donc dont j'ai la tête qui est là-bas. C'est la tête de ce robot. Et donc c'est un robot qui est réservé en marque blanche, c'est ça, hein, je me trompe pas, en marque blanche pour les entreprises qui ont besoin de faire leur com. C'est-à-dire qu'il est en marque blanche, c'est-à-dire que eux ils ne mettent pas leur marque en avant, mais ils mettent en avant la marque de leur, de l'entreprise qui les loue. J'ai pas fait d'erreur ? Merci. Alors, à savoir que ça, dans quelques années, ça n'aura plus de valeur puisque ça sera devenu complètement has-been. Mais aujourd'hui, ça a encore de la valeur parce que c'est encore nouveau. Voilà, c'est comme avant, on appâtait les gens avec un ordinateur sur un bureau, un ordinateur, et là les gens s'approchaient. Maintenant, il faut une imprimante 3D et bientôt, même ça sera has-been. Un autre intérêt de la robotique, c'est de pouvoir communiquer. Vous avez sûrement tous utilisé Skype, Hangout, ce genre de choses. Le problème de ça, c'est qu'en fait, il faut être devant son ordinateur et c'est un peu gênant. Et ce qui arrive maintenant, donc, c'est ce qu'on appelle les robots avatars ou les robots de téléprésence. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu le film, c'est pas Avatar, c'est comment il s'appelle ce film ? J'ai plus le terme. C'était, enfin bref, c'était un film avec des robots avatars. Et le principe, en fait, c'est que vous pouvez être à Paris, vous avez une réunion à New York, normalement il faut prendre l'avion, ça revient cher, pour l'entreprise, ça s'ouvre première classe et compagnie. Donc ça peut monter très vite. Alors qu'un robot sur place, dans l'entreprise, vous avez votre rendez-vous, suffit. Simplement, vous connectez au robot depuis votre ordinateur ou votre smartphone et vous pilotez le robot comme si vous étiez dans l'entreprise à distance. Et vous pouvez très bien monter les étages, parce qu'il y en a qui émettent des séquences pour l'ascenseur, par exemple. Et vous pouvez, tant qu'il y a un réseau Wi-Fi, c'est bon, voire même 3G ou 4G plutôt. Et donc en fait, ça permet d'aller discuter avec n'importe qui dans l'entreprise et d'aller à la réunion. Prendre un café, c'est plus compliqué, mais on y arrivera peut-être un jour. Donc là, c'est plusieurs robots dans cet esprit. Donc ça, c'est le BIM. Vous voyez, donc on voit vraiment les gens qui arrivent. Hi. Donc ils sont pilotés. Il y en a peut-être un de San Francisco, l'autre de New York et l'autre du Japon. Et ils arrivent tous sur ce lieu en réunion. Alors là, c'était un blog qui testait un robot de téléprésence, justement. Et il se baladait dans la rue. Donc ça peut être le rendu. Bon là c'est un peu lent, mais ça va s'améliorer tout ça. Mais c'est déjà mieux que ça. Moi j'ai testé le Cell Double et c'était en fait ça dépend du débit simplement qu'on reçoit quoi. Là c'est vraiment celui-ci. Alors ça c'est la AVA, c'est ça hein. Oui c'est le AVA, donc vraiment pour les entreprises avec l'écran qui se baisse. Mais d'ailleurs celui d'avant faisait pareil. Alors celui-ci est utilisé en fait, alors c'est Vego qui fait ça, il est utilisé dans les entreprises mais également par exemple pour des enfants malades qui ne peuvent pas aller à l'école, ils peuvent quand même suivre leur scolarité depuis leur chambre. Vous voyez, ça c'est un enfant, il est dans sa chambre et il participe au cours puisque le robot est dans la classe et il peut aller dans la cour en plus pendant les intercours. Bon, il ne peut pas jouer au foot, c'est un peu plus compliqué, mais il peut au moins discuter avec les autres élèves. Okay, 1 2/10. Alors il y a quelques lycées en France, j'ai entendu qui commençaient à s'équiper de ça justement pour les problèmes d'enfants malades ou d'enfants à l'hôpital, pour qu'ils puissent suivre sans avoir rattrapé tous les cours après. Donc l'impression 3D, ça fait partie de la robotique pour moi. De toute façon, c'est une imprimante 3D, c'est un robot 3 axes avec une tête extrudeuse. Hein, pour moi, c'est un peu ce principe. Et donc ça fait partie, je dirais, de ce qui arrive dans l'entreprise. Actuellement, c'est un peu dans les Fab Labs, dans le design, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et je pense que l'impression 3D a vraiment sa place dans tous les métiers, dans toutes les entreprises. Elle a des tas de possibilités. On peut imprimer un peu de tout. Vous allez voir après. Donc la matière plastique, des métaux, même de la nourriture. Et du béton. Donc ça c'est là-bas je crois, il y a une Ultimaker là-bas je crois. Hein. Donc là c'est des matières plastiques.
Alors c'est beaucoup plus long que ça. Hein. Là, ce genre de choses, à mon avis, il faut peut-être une dizaine d'heures, hein, je dirais. Oui, facile. Hein. Surtout que là, on est en 100 microns. Mais ça, c'est pareil, je suis persuadé que dans quelques années, ça sera dans tous les foyers. D'ailleurs, maintenant, il y a Leclerc, par exemple, à La Roche, qui en vend dans son rayon informatique. Alors ça, c'est de l'impression qui par laser, en fait, c'est beaucoup plus rapide. Bon, ça reste une vitesse accélérée, hein, mais une impression qui avant prenait 10 heures, maintenant prend un quart d'heure. Et en plus, c'est beaucoup plus solide. Et il n'y a pas l'effet de couche, parce que le problème de ces imprimantes, c'est qu'il y a des effets de couche. Donc dans un sens, ça se casse pas, mais dans un autre, ça peut s'effriter. Alors que là, il n'y a plus d'effet de couche. Donc c'est le procédé carbone. Alors ça, c'est la première imprimante métaux grand public. Parce qu'actuellement, les imprimantes métaux, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc là, ça, c'est la première qui est arrivée. C'est la Mini Metal Maker, et qui, je pense, devrait arriver dans les Fab Labs bientôt. Donc qui, en plus d'imprimer le plastique, peut imprimer tout, les objets métalliques. Donc c'est sous forme de poudre. Je crois qu'on en parlait tout à l'heure. C'était peut-être avec toi, non? Je sais plus. Non, enfin bref. Alors ça, c'est les imprimantes. Alors pour l'instant, je trouve que c'est pas au point, mais ça va s'améliorer. Les imprimantes pour la nourriture, ça c'est la Foodini. Le but, là, elle est en train d'imprimer une pizza. Mais en fait, par exemple, alors, si c'est la NASA qui réfléchit quand même à ça, puisqu'elle va envoyer là-haut, dans l'ISS, des imprimantes à pizza pour pouvoir faire des pizzas à volonté. C'est plutôt pratique, ça prend moins de place que d'amener des pizzas en carton. Mais par exemple, il y a Panzani qui a annoncé qu'il travaillait sur une imprimante à pâte. Ou elle existe peut-être déjà, c'est possible. Ouais, mais pour l'instant, en proto, elle n'est pas encore vendue, je crois. Voilà, mais le but, c'est qu'elle soit commercialisée. C'est-à-dire que sur votre téléphone, vous sélectionnerez la forme de pâte que vous voulez, vous ferez imprimer et il vous imprimera toutes vos pâtes. Alors ça, c'est donc l'impression béton. Alors là, c'est de l'image 3D, mais il faut savoir qu'il y a déjà des entreprises qui existent et qui font déjà ça, en Chine notamment, en France. Non, ça c'est en Suisse, ça c'est une boîte en Suisse. Et donc c'est le même principe qu'une imprimante classique à fil, mais au lieu de déposer donc du fil, dépose du béton. Et en moins de 24 heures, il peut fabriquer une maison. Donc ça utilise, c'est du béton, alors je sais plus quoi, mais en fait c'est un béton qui est à base de béton recyclé. C'est plus, pour l'instant, c'est plus fait pour, par exemple, il y a eu un tremblement de terre et toute la roche est rasée. Ben, il faut construire rapidement des maisons à bas coût. On va utiliser ça. Donc c'est dans un premier temps, en tout cas, à mon avis, dans les 20 prochaines années, ça va être ça. Après, il faut aimer le design. Moi, j'aime bien. Ah oui, non, ça imprime que le... Voilà. Mais alors par contre, c'est pareil, j'ai vu des entreprises qui travaillaient en fait à couler le béton et en même temps, par contre c'est plus long parce qu'il faut attendre que les couches sèchent plus ou moins et de commencer à déposer les fenêtres, les portes au fur et à mesure du truc. Voilà, c'est ça. Donc se déplacer. Donc la robotique va, pareil, beaucoup changer les choses, même dans le monde de l'entreprise. Moi, je prends souvent en tête, en fait, j'ai l'image, comme j'ai travaillé au chantier de l'Atlantique, c'est très vaste. Et pour aller d'un bâtiment à un autre, là-bas, il y a des vélos. Et il y a le taxi, je ne sais pas s'il existe encore toujours le taxi qui est là-bas. Et il fallait appeler taxi pour qu'ils viennent te chercher, qu'ils t'amènent à l'autre truc, parce que sinon, tu mettais 2 heures et tu étais en retard pour ta réunion. Et donc du coup, ce genre de véhicule a tout à fait sa place, puisque pour l'instant, ils n'ont pas encore vraiment leur place sur la route, même si la loi commence à s'ouvrir à ça, mais ils n'avaient pas encore leur place pour des questions de sécurité, entre autres. Hein. Donc j'avais mis Gyrostep au début, parce que c'est un Vendéen, je voulais faire une petite pub au cas où il était là. Parce que là, donc, c'est des gyropodes distribués en Vendée. Donc ça, Navia, c'est la première société au monde à distribuer un bus autonome commercialement. C'est fait depuis 15 jours. Donc c'est une boîte bordelaise qu'il a mis, donc c'est de Navia. Et c'est un bus complètement autonome
par contre, pour l'instant, au niveau légal, voilà, il ne peut travailler que dans un circuit fermé. Donc souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va toujours faire le même chemin, en gros. Sauf que voilà, il y a un objet qui est sur son chemin, il est capable d'en sortir et il va pas attendre qu'on enlève l'objet qui gêne. Alors ça, c'est à Londres, c'est en activité, c'est ce qu'ils appellent les pods. Donc c'est un véhicule, en fait, c'est dans l'aéroport d'Heathrow. Et donc ils ont leur propre voie et ils permettent d'aller, par exemple, d'un bâtiment à l'autre ou rejoindre en fait les zones de parking. Alors donc là, on a vu un peu le monde de l'entreprise. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir la même chose. Qu'est-ce que ça peut donner dans le monde de la maison, du foyer. Alors là, bien sûr, j'ai mis l'image d'Épinal qu'on a de la robotique, l'esclave qui s'occupe de madame et de monsieur d'ailleurs. Je parle toujours au niveau du service. Hein. Quoi que ça existe, hein. Roxy. C'est pour ceux qui veulent chercher Internet, Roxy, R-O, 3X et un Y. Hein, comment? Ah, tu connais? Donc ça, là, j'ai mis en exemple rapidement des robots que tout le monde connaît, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît. On n'a pas forcément tous à la maison. Mais c'est vrai que ça commence vraiment à se démocratiser. Le robot aspirateur, le robot serpillière. Bon, je vais en passer rapidement. Hop. Donc l'aspirateur, un classique. En fait, il faut savoir que les robots aspirateurs existent déjà depuis la fin des années 90. Et aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont réellement efficaces. C'est pas un jouet. Hein. Je confirme, c'est efficace. Alors, attention, je ne parle pas du robot chinois à 50 €. Alors celui-ci est équipé en fait d'un laser et qui lui permet de mapper la pièce pour savoir en fait comment travailler. Il y a des robots, les premiers robots en fait ils travaillaient aléatoirement, alors que les générations d'aujourd'hui en fait donc mappent la pièce, voire la maison, et ensuite font un tracé comme vous le feriez de votre côté. Alors ça c'est chez moi, je testais un des premiers robots vitres pour nettoyer les vitres. Donc ça c'était le Windoro. C'était à Esnay. Et à l'époque ça fonctionnait pas. Franchement ça fonctionnait pas. Il n'avait pas travaillé en haut et il avait laissé des traces de roues. Voilà. J'ai pas testé les dernières évolutions, mais pour l'instant je dirais attendez. Non, il faut l'enlever. Ça par contre c'est génial. Si vous avez un chat, moi j'en ai un, la corvée de la litière, c'est excellent. C'est automatique, le chat quand il a fini, le robot s'auto-nettoie et on n'a jamais à s'occuper de la litière. Oh c'est génial. Ben, en fait, moi, alors, le fait de vider, en fait, ouais, je le faisais tous les 3 mois. Ouais. Et là, en fait, le sac de litière, normalement, ça dure 2 semaines, 3 semaines, et encore. Et avec ça, la même quantité, ça dure 6 mois. Ouais. Ah bah, puis pas de problème. Alors là, en tout cas, nous, on n'a jamais eu de problème. Et j'en ai vendu à une époque. Oui, j'avais une boutique à une époque sur Nantes, qui n'existe plus, je crois. Enfin, je l'ai revendu à l'époque. Hein? Robotique, voilà. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et mais j'en vends plus, hein, donc je fais pas de pub pour ça. Mais c'est réellement, ça change la vie. Alors, un autre truc qui change la vie, c'est le robot tondeuse. Alors c'est pareil, on a l'image que c'est quelque chose de nouveau. Non, ça existe depuis les années 60. Les premiers robots tondeuses ont travaillé sur des terrains de golf dans les années 60. C'est complètement au point. Complètement. Ah oui, oui. Oui. Bah oui, puisque les terrains de golf, imaginez. Alors le Luge, c'est un peu différent. C'est un robot qui nettoie les gouttières. Allez, il nettoie les gouttières, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez c'est dangereux. Alors par contre, est-ce que ça vaut le coup pour le faire 2 fois dans l'année?
Après, ça peut peut-être se louer. Je ne sais pas si ça se trouve en location, peut-être. Mais on peut imaginer voilà, des professionnels qui en ont et puis qui font ça en 5 minutes au lieu de faire ça en 10 minutes et en plus en risquant de tomber. Alors communiquer, c'est pareil. Hein, nous aussi, on a envie de communiquer, pas que les entreprises. Alors là, je vais présenter un robot qui est un peu, c'est la même, donc c'est le même designer. Bizarrement, ça ressemble. C'est le même designer, donc ça va être le RoboOn. En fait, nous on voit un petit robot, mais en fait, c'est un téléphone. Vous allez voir. C'est Sharp qui est derrière, et ils espèrent le vendre. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu comme le Nabastag. Donc lui, c'est un peu comme le Nabastag, c'est-à-dire que c'est un robot qui va rendre quelques services en plus de téléphoner. Donc le réveil, mais il va vous donner la météo, ce genre de choses. Et vous pouvez discuter avec lui, justement, demander les nouvelles, voir si vous avez des mails. Et également, il a un vidéoprojecteur intégré et vous pouvez très bien lui demander donc de visionner une vidéo sur le mur. Voilà, il se met en position. Oui, pourquoi pas. Ben, bizarrement, moi, il me botte bien. Moi, j'aimerais bien voir ça, c'est la classe. Alors ça, c'est LG. Donc, je vous ai montré tout à l'heure les robots avatars. Ça coûte pour l'instant assez cher, même si il y a quelques robots à moins de 1000 €, mais c'est quand même relativement cher. Et LG espère donc vendre des petits robots de téléprésence très bientôt. Donc ils viennent de l'annoncer il y a quelques semaines. Alors d'après ce que j'ai vu, les tests actuels qui ont été faits dessus, bof, mitigés. Moi j'aimais bien, il y a quelques années, il y avait le Rovio qui était vendu 300 €. Il était nickel et c'est dommage qu'ils ont arrêté. Alors là j'ai mis interagir. Donc là c'est en gros, on va un petit peu comme avec le téléphone qui est basé sur le Kirobot. Donc on va interagir avec le robot ou avec par exemple l'Echo, qui n'est pas vraiment un robot, mais c'est voilà, on va dans la suite de ça, du Nabastag. Je pense que tout le monde connaît à peu près ce qu'est le Nabastag. Bon, vous allez comprendre un peu le principe de toute façon dans les vidéos. Donc là, le premier, lui, n'est pas un robot. C'est un peu comme Siri ou OK Google, et ça permet en fait d'avoir une interaction avec l'objet sans avoir à aller rechercher sur le net, simplement par la voix. Alors ça, c'est le Jibo. So you don't have to skip a beat. Excuse me, Anne? Yes, Jibo? Melissa just sent a reminder that she's picking you up in half an hour to go grocery shopping. Thanks, Jibo. He's an entertainer. Donc il n'est pas encore commercialisé, mais normalement il devrait être en fin d'année. Jibo can teach. Let me in, or else I'll... Et en France, on a un concurrent pour le Jibo. Donc c'est lui que ma femme rêve que je lui offre pour Noël. Donc le Buddy. Donc un robot français, enfin développé par une petite boîte parisienne qui a bien grandi parce qu'en fait elle a fait une campagne de financement sur Indiegogo, je crois, et ils avaient demandé je sais plus combien, et je crois qu'ils ont eu 8 fois ce qu'ils demandaient. Donc là, on arrive donc dans l'aide à la personne, donc des robots un peu plus évolués. C'est des robots, je pense, qui finiront un jour par travailler avec la sécurité sociale ou tous les organismes de santé. Je pense sincèrement qu'ils ont un réel rôle à jouer qui permettrait en fait parce que souvent, voilà, quand on est malade ou quand on arrive à un certain âge, on n'a pas forcément envie de partir en maison de retraite, on a envie au contraire de rester chez soi le plus longtemps possible. Et certes, on peut faire venir une aide à la personne, mais le problème, c'est que du coup, souvent, on se sent, entre guillemets, pas diminué, mais on se sent, voilà, on est obligé d'avoir de l'aide, et c'est un peu, voilà, au contraire, on a envie d'être autonome réellement dans sa vie. Et donc, du coup, ce genre de robot va permettre ça. Alors, il y aura toujours
besoin d'une aide à la personne qui viendra pour certaines choses, parce que c'est pas lui il y a des tas de choses qu'il pourra pas faire, mais il va au moins pouvoir gérer certaines choses. Je m'isole, je me désocialise. Donc ça, c'est le Kompai, donc un petit robot français. Donc il peut également servir de robot de téléprésence. Oui, la plupart du temps, ces robots servent également de robots de téléprésence. Ça va, ça va bien. Alors là, en fait, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il a demandé en fait à avoir une boisson. Donc c'est le robot, il est parti la chercher. Donc c'est un peu lent, hein, faut pas être pressé. Voilà, ce genre de choses, je pense que les premiers vont... Ça va être tous les établissements, EHPAD et compagnie, c'est les premiers en fait à recevoir ce genre de robot. Donc ça, c'est Toyota qui est derrière ce projet. Alors là, on arrive dans les robots un peu plus multiservices, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent vraiment à des tas de... Voilà, ils touchent un peu à tout. Et ça va également, donc effectivement, du nettoyage. Alors là, c'est une image vraiment d'Épinal, mais Toyota a longtemps travaillé sur ce robot, qui pour l'instant est un peu en stand-by, parce qu'en fait, un robot aspirateur travaille bien mieux. En fait, moi, tel que je le vois, je pense que ce robot de type multiservice humanoïde pourrait arriver réellement dans les foyers d'ici 15-20 ans, même peut-être avant. Mais je le vois pas comme le robot qui va tout faire la vaisselle et tout. Non, je le vois plutôt comme une interface sociale. C'est-à-dire que c'est lui qui pilotera après tous vos autres robots, tous vos autres systèmes robotisés ou automatisés. C'est-à-dire que vous avez toujours un robot aspirateur, un robot tondeuse, un robot machin, un robot bidule. Mais vous n'allez pas aller voir chacun de ces robots pour le programmer. Simplement, vous aurez un robot unique qui servira de référent, qui aura sûrement un côté vaguement humanoïde, je pense, ou pas, et qui va servir en fait réellement de lien social avec tout votre système informatique et robotique. Alors ça, c'est le 21. Alors pareil, pour l'instant, c'est des mouvements un peu lents. Mais c'est aussi pour des questions de sécurité. Le jour où les capteurs seront plus performants, plus rapides, je pense qu'ils se permettront d'aller un peu plus vite dans leur mouvement. Alors pour l'instant, c'est des robots encore en recherche. Un robot comme Asimo, il faut compter plusieurs millions pour s'en procurer. Donc pour l'instant, voilà, ça reste du robot de recherche. Un robot permet également d'apprendre. Donc les enfants, mais pas que, ont envie de... Voilà, peut-être comme dans les années 80, moi, l'école, bon, on y allait parce qu'on était obligé, hein, mais ce qui m'a fait donner envie à un moment d'aller à l'école, c'est l'arrivée des Thomson MO5, donc les premiers ordinateurs du plan informatique pour tous. Et là, du coup, moi, là, je me jetais sur les cours de maths parce qu'il y avait des MO5 et c'était là, j'avais vraiment envie d'apprendre. Et le robot, actuellement, a le même pouvoir attractif sur les enfants. Et les enfants qui travaillent avec un robot à l'école, ou à la maison d'ailleurs, ont ils ont un regain pour apprendre et ils ne voient même pas qu'ils apprennent. Et ils sont vraiment dedans, quoi. Donc, un exemple, c'est le Timio. Alors là, c'est spécifique pour apprendre justement la programmation, les bases de la robotique. Et en plus, on a quelqu'un ici qui travaille sur la partie logicielle, qui a développé Blocky for Timio, qui est donc un langage de programmation pour les enfants, je crois, pour programmer ce robot. À côté, donc le Nao, qui là, c'est une petite boîte de Nantes que j'aurais bien voulu faire venir, mais qui n'a pas pu venir. Donc Franck Calzada qui est derrière et qui développe donc des applications pour le Nao, mais pour d'autres robots, entre autres pour les enfants. Donc ça, c'est le Timio.
Donc ça c'est vraiment apprendre les bases de l'informatique et de la robotique. Alors ça, c'est un robot qui est fait pour apprendre les langues. Donc là, c'était des essais qu'ils faisaient avec des enfants pour voir la façon qu'ils réagissaient, et ils sont complètement conquis par le robot. C'est un copain pour eux, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les robots, en fait, souvent, certains sont open source, libres. C'est-à-dire que n'importe qui peut le fabriquer chez lui. Il suffit qu'il ait une imprimante 3D, quelques outils, une carte Arduino, une carte Raspberry Pi, et ils fabriquent leur propre robot. Alors, il y a des tas de robots possibles comme ça. Le plus simple et que je trouve fantastique, si vous avez des ados, même vous, qui, si vous êtes intéressé par la robotique et vous voulez vous initier aux bases de la robotique, le kit Lego, mais dans le même esprit, j'ai un autre kit là-bas d'origine japonaise qui est très bon aussi. Et je crois que c'est Mécano qui s'y lance aussi. Ça, c'est des kits qui sont parfaits pour démarrer. Ils ont des interfaces de programmation ultra simplifiées, dans l'esprit de Scratch, pour ceux qui connaissent, et qui permettent donc pour ceux qui ont connu les années 80 le langage Logo dans les écoles, justement, on apprenait à bouger une petite tortue sur un écran, avance de 50 pas et tourne à 90 degrés. En gros, c'est ça. Et c'est très pratique pour démarrer. Alors ça, c'est un robot que vous pouvez télécharger les plans sur le net. C'est gratuit, c'est complètement open source. Vous le téléchargez, vous l'imprimez, vous rajoutez ce qui est indiqué sur le plan, donc des cartes, des fils. Vous démarrez, vous n'avez plus qu'à le programmer pour faire ce que vous voulez. Dans le même esprit, ça c'est InMove. Alors c'est beaucoup plus complexe. Là, il faut avoir un petit budget parce que il y a quand même si c'est imprimable, c'est-à-dire que si vous avez une imprimante 3D, toutes les pièces extérieures, on voit bien que c'est fait à l'impression. Mais le budget, en fait, c'est quand même tous les moteurs et tout ça, c'est quand même des moteurs assez puissants. Donc à l'origine, c'est un sculpteur, c'est un artiste qui l'a créé. Et le robot, en fait, actuellement, il est jusque-là. Mais jusque-là, tout est déjà téléchargeable. Et je connais déjà plusieurs personnes qui l'ont imprimé chez eux et qui développent des applications dessus. Et en fait, le robot c'est loin d'être de la camelote, puisque le bras du robot maintenant sert dans un autre projet pour faire des prothèses à bas coût. Parce qu'une prothèse, ça vaut très cher, et une prothèse avec ça vaut moins de 100 €. Ça change des, je sais plus, 15 ou 20 000 € pour une prothèse normale. Les drones arrivent également, donc c'est même déjà le cas, hein, ils arrivent dans les foyers, de nombreux foyers commencent à s'équiper, ce qui est même embêtant dans certaines zones. Vous avez sûrement entendu parler de tous les vols de drones non permis. Donc ça c'est impressionnant, mais c'est vrai que c'est quand on fait du sport ou des choses comme ça qu'on veut filmer ces moments. Donc ça c'est le plus... c'est la marque la plus représentative, c'est Parrot, je crois que c'est le leader au monde, c'est une boîte française qui à l'origine faisait des autoradios. Et là, ils sont en train de faire un gros virage sur les drones. Bon, ça fait quand même de belles images. Et en fait, ce robot, on peut le piloter donc soit depuis un smartphone, soit ou un écran, ou il y a également aussi moyen de le programmer. C'est-à-dire que vous lui dites de monter à telle altitude, de faire tel trajet et de filmer tout ça. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à récupérer le drone et son fichier. Alors ça, c'est un autre type de drone, c'est les drones suiveurs. Alors ça, c'est la nouvelle génération, ça arrive là. C'est même déjà, je pense qu'il y en a déjà qui sont commercialisés. C'est-à-dire qu'en fait, il a jeté le drone et il a dit « suis-moi ». Et donc lui, il s'occupe plus du drone, il le pilote pas, et le drone le suit. Et arrivé en bas, il fait ça, et le drone revient tout seul dans sa main. Et ça, c'est quelque chose qui va, je pense à Noël, va beaucoup marcher, puisque je ne sais pas si vous connaissez GoPro qui fabrique les petites caméras. Ça va être son nouveau dada à Noël. Je sais plus comment il l'appelle. En fait, en gros, c'est le drone qu'on vient de voir. C'est pas lui, mais c'est dans le même esprit. Donc les voitures autonomes, on en parlait tout à l'heure à la table. Beaucoup croient que c'est de la science-fiction, mais non. Les voitures autonomes, elles sont là, elles sont pas tout de suite là, mais presque.
C'est prévu en gros qu'à partir de 2017-2018, chaque constructeur a au moins un véhicule dans son catalogue. Et vers 2025, il y aura en gros les premiers véhicules bas de gamme. Où, en gros, pour le prix d'une petite diesel, on aura une voiture autonome. Et ça, je suis quasiment persuadé qu'avant 2050, une voiture qui n'est pas autonome sera interdite de la route. Puisqu'en fait, une voiture qui sera pilotée par un robot sera largement plus sécurisée que pilotée par un humain. Parce qu'il n'y a pas d'histoire d'alcool, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de médicaments. Et alors j'ai vu, il y a des constructeurs qui ont décidé, qui ont annoncé il n'y a pas longtemps que eux ne proposeront jamais de véhicules autonomes. Je pense qu'ils seront obligés de se raviser, parce que sinon, ils seront sûrement à un moment donné obligés de rouler que sur circuit. Parce que ça, je suis persuadé aussi, si vous avez de l'argent à investir, c'est acheter un circuit, parce que dans quelques années, quelqu'un qui veut conduire, parce qu'il y en aura, parce qu'il y a les jeux vidéo qui seront encore là, il a cette sensation, cette envie de conduire, elle sera toujours là. Donc, comme d'ici quelques décennies, les gens voudront quand même conduire et ça deviendra interdit. Et donc, les circuits où on pourra conduire, à mon avis, ça aura énormément de succès. À moins que la réalité virtuelle arrive et suffise. Ce qui est une possibilité. Alors ça, c'est la Google Car. Alors, il faut savoir que ce véhicule, je pense qu'on ne le verra jamais commercialisé. C'est plutôt un véhicule de test. Donc là, on voit les gens qui voient déjà... Là, la dame, il n'y a même pas de volant. En fait, il n'y en a plus besoin. Donc ça peut être déconcertant au début de voir qu'il n'y a pas de volant et que ça conduit tout seul. Alors, la loi française actuelle autorise les véhicules complètement autonomes, mais c'est récent, hein, ça a un an pas plus, à condition que le conducteur tienne le volant, comme s'il conduisait. Dans quelques années, ça ne sera plus le cas, mais je pense que pendant longtemps, il y aura la possibilité, d'ailleurs on va le voir, là c'est le projet de Nissan, est-ce que j'ai encore ma page qui s'appelle, ça a été présenté il n'y a pas longtemps, là, je crois que c'est il y a 2-3 jours, c'est la Nissan IDS, et donc en fait c'est le projet de Nissan qu'ils espèrent commercialiser à partir de 2017, donc c'est pas bien, c'est bientôt. Alors c'est un véhicule un peu haut de gamme, mais je pense, voilà, c'est vraiment notionnaire. Il y aura les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on peut passer du mode autonome au mode piloté. Alors Volvo, c'est encore autre chose. C'est eux, ils vont suivre en fait c'est les camions, les camions qui se suivent. C'est-à-dire qu'il y a le premier conduit réellement et les autres camions derrière suivent le premier de façon automatique. On va appeler ça des trains de camions. Et Volvo va intégrer ça dans les voitures Volvo. C'est-à-dire que les voitures pourront intégrer ces convois. Mais ça marche que sur autoroute. Alors ça, c'est le projet de Nissan. Vous voyez, donc il y a un volant. Et quand il a plus envie de conduire, hop. Donc ça, c'est la Nissan IDS qui sera commercialisée en 2017. Ça, c'est le projet de Mercedes. Alors pour l'instant, celui-ci, c'est un concept car. Donc je pense que la version finale ressemblera peu, comme tous les concept cars. Alors que Nissan, c'est une version proche. Comment ? Là, pour l'instant, je pense que dans un premier temps, ça va être sûrement plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais ça va baisser. C'est comme une Tesla actuellement. Les premières Tesla, elles étaient à 80, c'est baissé à 30, non à 60, et là il y a la nouvelle, le modèle 3 qui arrive et qui va être à 30. Donc voilà, ça va baisser pareil. Alors à savoir que là, on avait l'impression qu'il n'y avait même pas de vitres. En fait, c'est parce qu'ils commencent déjà à réfléchir, c'est qu'un jour, peut-être certains voudront même pas avoir de vitres pour pouvoir avoir des écrans géants. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a déjà des designers qui travaillent là-dessus sur des voitures sans vitres. Oui, c'est bizarre, mais c'est simplement, on change d'époque. Donc les robots intègrent maintenant aussi des compétitions. C'est assez forcément. Hein, dès qu'il y a un nouveau moyen d'avoir une compétition, ça se crée aussitôt.
Donc j'ai relevé trois types de compétitions. Le FPV Racing, c'est quelque chose que je trouve génial. Je pense pas que j'y arriverai parce que je vais vous montrer une petite vidéo, c'est super rapide. Le principe du FPV Racing, c'est que vous avez un drone muni d'une caméra. La caméra renvoie sur des lunettes sur vos lunettes. Et donc du coup, vous êtes comme si vous étiez à l'intérieur et vous le pilotiez. Sauf que si vous vous crachez, c'est pas grave, c'est le drone qui est cassé, mais vous êtes encore vivant. Et donc là, c'est à Dubaï, je crois qu'il va y avoir là bientôt la première grosse compétition internationale, et avec des mecs qui assurent. Là, je vais vous montrer juste une petite vidéo pour vous donner une idée à quelle vitesse ils pilotent leur drone. Ça reprend quand même beaucoup Wipeout pour les connaisseurs. Là, on arrive dans la compétition qui, en fait, c'est né dans les années 90. C'était M6 qui organisait ça. C'était la coupe égale M6, avec des robots donc qui se battaient entre eux. C'était différentes équipes d'un peu partout en France qui se battaient en fait sur des ils avaient, par exemple, fallait chercher des balles rouges et empêcher l'autre équipe de ramasser les balles. Très important, les robots sont programmés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un en train de le piloter à distance. Il faut que ce soit toujours par leur intelligence artificielle. Donc il faut développer l'intelligence artificielle qu'il y a derrière. Et donc cette coupe existe toujours, mais elle n'est plus sous l'égide de M6. Maintenant, elle s'appelle la Coupe de France de robotique. Et bonne nouvelle, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déjà au courant, c'est La Roche maintenant qui va gérer ça. Et donc à partir de cette année, dans quelques semaines. Voilà. Donc je ne sais pas si tout le monde a entendu. Donc pendant le week-end de l'Ascension, cette compétition-là arrive. Donc c'est la Coupe de France de robotique. Donc les équipes, ça intègre des écoles, ça intègre pourquoi pas des Fab Labs, des associations. Malheureusement, du côté d'Angers, on a fait tomber ce premier gobelet, de... Donc en général, c'est une ambiance assez festive. Mais je pense que c'est important parce que c'est une ambiance très jeune. Alors ça, c'est la RoboCup. La RoboCup, c'est la Coupe du Monde de football. C'est la Coupe du Monde de football de robots. Et donc, elle a lieu tous les ans dans une ville différente dans le monde entier. Et je pense que un jour, quelque chose me dit que on va y avoir droit aussi à La Roche. Donc là, en 2014, c'était au Brésil, je crois. Je suis pas sûr. Enfin, je sais plus. Moi, j'avais été en 2013 à celle des Pays-Bas. Tous les ans, c'est un pays différent. Donc c'est la grosse compétition de robotique. Donc il y a du foot, je dirais que c'est la compétition principale, mais à côté il y a d'autres compétitions, toujours à la RoboCup. Il y a du sauvetage, je crois qu'il y a des trucs avec des drones maintenant. Il y a un peu de tout. Et le but de cette compétition, c'est qu'en 2050, l'équipe gagnante de la RoboCup dans le foot joue un match contre l'équipe gagnante de la Coupe du Monde humaine. Donc c'est le but. Sauf que depuis que ce concours existe, en fait, on ne le dirait pas parce que ça a l'air lent et tout ça, mais en fait, il s'améliore d'année en année et ils pensent que dès 2035, ça devrait être possible. Alors également, la robotique permet de se soigner. Alors on a vu, tout à l'heure, on a vu les exosquelettes pour s'empêcher de se fatiguer. Là, le robot peut soigner. Alors, je vais aller rapidement quand même. Donc, le Riman, c'est un robot qui a été testé au Japon dans les hôpitaux pour aller chercher les malades, pour les amener au bloc et avoir un côté rassurant. Sauf qu'ils ont fait un test au Japon, quand même le pays du robot où les gens sont censés ne pas avoir peur du robot, et ils se sont aperçus que les gens, ils accrochaient pas. Donc c'est le projet Riman, je crois qu'il est un petit peu en attente pour l'instant. Mais c'était justement c'était intéressant de voir justement
que les Japonais ont rejeté en bloc ça, alors qu'en fait, ils s'attendaient là-bas que ça passe comme une lettre à la poste. Alors DaVinci, c'est un robot qui permet via donc de faire de la téléopération. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin n'opère pas directement la personne, il passe par une sorte de réalité virtuelle où en fait, s'il fait un gros mouvement, en fait, le robot fait en vrai le même mouvement, mais un mouvement minuscule. Donc du coup, ça permet d'avoir beaucoup plus de précision, et en plus, la main du chirurgien peut trembler, lui ne tremble pas. Il va gérer ça derrière. Donc c'est vraiment pour la précision, et maintenant il commence à en avoir un peu partout ce genre de robot. Il y a même en France le robot Rosa, qui est un robot en fait plus pour les opérations neurologiques, et je sais plus je crois que c'est Forbes qui classe en fait chaque année en fait les personnalités, et qu'il avait classé numéro 1 au monde il y a je sais plus 3-4 ans, en disant que c'était sûrement un des prochains Steve Jobs ou Bill Gates, parce qu'il a créé donc un robot dans cet esprit. C'est un robot, c'est une personne donc un Parisien qui avait développé ce robot. Alors là on arrive dans les nanorobots. Alors là il faut savoir que là on est vraiment à une échelle microscopique. Alors là c'était pendant la RoboCup, c'était un match de foot avec des robots de taille nanomètre, et le but de ces robots, c'est par exemple d'envoyer, en fait on parle de faire ça sous forme de pilules, c'est-à-dire qu'on injecte des pilules, et ces pilules se rejoignent dans le corps pour former une sorte de train ou de robot plus complexe, pour aller ensuite, par exemple, à un endroit précis du corps, pour, par exemple, détruire une tumeur, par exemple, sans avoir à intervenir depuis l'extérieur. Et ce genre de robot, aujourd'hui, ça paraît de la science-fiction, mais quand ça va être au point, au niveau santé, ça va énormément changer la donne sur pas mal de points. Alors, 500 UM, je sais pas, c'est... là, là, ici, il y a une échelle, mais je ne sais même pas ce que c'est. 500 UM, c'est micron, c'est le micron, simplement. Mais ça, c'était c'est même pas un robot, celui-ci pour le monde de la santé. Ça, c'était un robot pour la RoboCup. Et là, donc en fait, là, on est vraiment au début de tous ces bouleversements que la robotique va apporter. Donc là, j'ai mis 3 exemples de robots qui risquent peut-être de vous faire peur, mais moi, je pense qu'il faut plutôt partir sur un côté positif, c'est que ça montre les technologies. On est quand même relativement avancé. Vous allez voir déjà Atlas. Alors, j'ai mis que quelques secondes, mais en quelques secondes, vous allez voir un robot qui a été racheté il n'y a pas longtemps par Google, enfin maintenant Alphabet, et qui est réellement impressionnant. Ce n'est pas de l'image de synthèse, hein, c'est bien un robot. Je ne parle pas de l'humain à côté. Hein. Alors il y a eu une vague, là en fait il y a eu un gros buzz sur cette vidéo, parce qu'à un moment le robot est mis en mal par une personne qui le fait tomber, qui fait plein de trucs pour le mettre en défaut. Et en fait il y a une vague de protestation des gens sur internet, mais vous lui faites mal, arrêtez, c'est une horreur. Ils ont même lancé une association de défense contre les robots. Attention, pour l'instant, un robot, c'est une machine. C'était juste des tests. Donc la même entreprise, Boston Dynamics, qui appartient à Google. Donc avec un robot à 4 pattes, qui avant s'appelait Big Dog et maintenant s'appelle Spot. Donc là, il est en reine de Noël. Alors, il y a des vidéos, c'est pareil, je les ai pas mis, des vidéos où il y en a qui donnent des coups de pied et il se rétablit, il a aucun problème pour se rétablir, comme un animal. Alors ça, c'est le HRP4C. À savoir que ce robot, en fait,
On pourrait croire à des tas de fantasmes qui soient... Voilà, en fait, ce robot est dédié au mannequinat. En fait, c'est une université japonaise qui l'a créé en se disant que les mannequins, c'était toujours des femmes un peu trop maigres et tout ça, et ça serait peut-être bien de passer par des robots, comme ça, on se pose plus de questions. Sur le côté, voilà, c'est toujours des femmes trop maigres qu'on met en avant. Je trouvais que c'est pas une mauvaise idée, comme ça, ça peut peut-être... Enfin bon, bref. On parlait tout à l'heure des prothèses. Donc là, j'ai mis 3 prothèses en exemple. La première, en fait, c'est une prothèse en fait qui est open source. C'est-à-dire que comme celle que je disais tout à l'heure, c'est pas la même, c'en est encore une autre. Celle-là elle est moins de 1 000 €, imprimée en 3D, mais qui fonctionne réellement. Voilà, c'est une prothèse de jambe. Il faut savoir que maintenant, quelqu'un équipé de prothèses de jambes a des propriétés supplémentaires à quelqu'un qui n'en a pas. Et ce qui explique qu'il y a une personne qui voulait participer au JO il y a quelques années avec une prothèse, mais dans les JO, dans la partie, comment on appelle ça, enfin pour handicapés, j'ai plus le terme. Voilà, Andy, et qui a été refusé parce que sa prothèse avait des capacités même supérieures à quelqu'un qui a un valide. Comment ? Oui, ben c'est ça. Et il est fort possible que dans quelques années, il y ait même une nouvelle ligue donc au niveau des JO où là on mettra ce qu'on appelle les hommes augmentés. Ce sont des humains augmentés. Par contre, au niveau éthique, il faudra quand même réfléchir, c'est que est-ce qu'il n'y en a pas qui vont se faire exprès de couper une jambe pour avoir une... Mais non, on se pose la question quand même. Alors ça, c'est une autre prothèse, c'est une prothèse, c'est la plus avancée, c'est la Bionic 3. Bon, là, je vais essayer d'aller un peu vite, hein, on m'a fait signe que... Ah oui, très vite. Bon, les exosquelettes, là je voulais juste vous montrer donc un exosquelette moi que j'ai vu tourner plusieurs fois, donc qui permet de une personne complètement invalide de pouvoir remarcher normalement. Alors pour l'instant encore équipé de cannes, mais c'est impressionnant de voir quelqu'un arriver en chaise roulante, de s'équiper de ça et de pouvoir marcher normalement. Et dans quelques années, ça sera en plus inclus dans les vêtements, donc on le verra même pas. Alors, rapidement, réalité virtuelle, est-ce que vous savez la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée? Parce que souvent, les gens font pas la différence. La réalité virtuelle, ça permet de rentrer dans un monde virtuel complet. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de notion de réel. C'est là, par exemple, l'exemple. On voit un joueur en haut qui commente ce qu'il voit, en fait. Il tourne avec son casque et il voit comme s'il était sur place. Et il est dans un autre monde. Là, il est à l'époque des dinosaures. Go! Ah oh là là. Ah ouais, mais ça rigole plus. C'est ouf, c'est super bien fait. Oh là là. Oh, c'est beau. Et donc ça, c'est l'avenir du jeu vidéo. 2016, normalement, la fin de l'année, il y a quasiment toutes les marques de consoles qui vont sortir un casque virtuel. Une libellule qui fait un peu 3 fois ma taille. Ça va? Donc la réalité augmentée, c'est différent. La réalité augmentée, c'est qu'on va superposer les deux. C'est-à-dire qu'on va prendre le réel sur lequel on va rajouter une image virtuelle. Donc on prend une image réelle et on l'augmente. C'est-à-dire qu'on lui rajoute des informations supplémentaires. Par exemple, l'affichage tête haute qu'on commence à voir sur certaines voitures, ou hop, voilà, sur la vitre, on voit des informations qui n'apparaissent pas normalement dans la réalité. Donc ça, c'est la réalité augmentée. Ça, c'est Google, c'était le projet Glass, qui maintenant a changé de nom pour le projet Aura, je crois. J'ai pas noté. Et donc en fait c'est pas à l'abandon, loin de là, hein. Ils sont en train de développer au contraire la version grand public. Donc c'est inclus dans les lunettes et ça permet en fait quand on se balade d'avoir toutes les activités de son téléphone et voire plus en superposition du monde réel. Ça, c'est Microsoft qui a présenté HoloLens. Donc ça, c'est
c'est une casque de réalité virtuelle, réalité augmentée, destinée au grand public et pour le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, il utilise votre décor et il va intégrer des objets virtuels dessus. Donc là, on le voit nous aussi parce que la caméra qui filme est équipée. Elle est équipée elle-même ici. Elle est équipée du HoloLens. Et c'est pour ça que nous aussi, on voit ce qu'il voit. Donc en fait, dans le monde du jeu vidéo, c'est énorme, mais ça aura également des répercussions sur le monde industriel. Il y a énormément d'applications possibles grâce à ce genre de technologie. Alors moi, voilà, je voulais juste dire en fait, voilà, le robot, c'est pas un remplaçant, c'est un outil. C'est vrai qu'on a une image, le robot va remplacer tout le monde, on va perdre nos emplois. Non, c'est un outil. La même chose comme l'informatique n'a pas remplacé l'humain, c'est un outil. C'est juste qu'il change le paradigme. Ou encore mieux, le moteur à explosion, il a tout changé. Énormément de métiers ont disparu. Oui, mais énormément de nouveaux métiers sont apparus. Donc ça, dans les premières décennies qui vont arriver, la robotique, au contraire, va être créatrice d'emplois. Ça, pour plein de raisons, dont une, ça va permettre ce qu'on appelle la robocalisation. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de l'externalisation, on va ramener l'industrie en France et du coup recréer on va pouvoir à nouveau reprendre du monde parce qu'en fait, ça reviendra moins cher avec des robots en ramenant en France plutôt que de le faire en Chine. Où on va dépenser énormément d'argent pour faire toute la pile CO2. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est voilà. Après, c'est dans le futur, effectivement, le robot va être énormément automatisé, donc il faudra sûrement repenser un peu notre société. Il y a de grandes chances, là aujourd'hui, il y en a qui disent ouais, mais 35 heures, il faudrait revenir aux 39 heures. Après, je ne veux pas faire de politique, mais il y a de grandes chances que de toute façon, dans quelques décennies, au contraire, on baisse à 30, voire 25. Il y a des estimations qui disent que dans moins de 30 ans, on passera à 25. Mais c'est plutôt dans le bon sens. En fait, je pense que ce qui est possible de faire, c'est que tout ce qui est charge sociale et tout ça, qui sont actuellement qui pèsent autant aux salariés qu'à l'employeur, c'est les balancer peu à peu sur les machines. C'est-à-dire que les machines seraient plutôt taxées et les charges sociales baisseraient. Donc du coup, l'emploi coûterait moins cher et ça permettrait quand même pourquoi pas d'augmenter. Les entreprises ne verraient pas de différence puisque c'est juste un déplacement de charges et ça permettrait quand même d'embaucher puisque le coût du travail serait moins fort. Donc là j'ai quasiment terminé. Juste voilà, en gros lisez Planète Robot. Hein. Si vous voulez vous tenir informé, il n'y a rien de mieux. Abonnez-vous. Les anciens numéros, tous les anciens numéros qui ont plus d'1 an sont en lecture gratuite sur notre site. Donc n'hésitez pas. Donc on est là quand même depuis 2009, donc il y en a un sacré paquet. Sinon, vous le trouvez en kiosque et par abonnement, même en version électronique. Sinon, autre chose, participez aux apéros. Donc avec l'association Caliban qui fait ça depuis quelques années. Donc ils ont commencé sur Paris et maintenant il y en a un peu partout en France. Et donc là, mercredi, on commence en Vendée le numéro 1, l'apéro 1, qui se fera à Proxinov. Est-ce que vous êtes un humain ou un robot, vous? Alors, j'ai une prise USB ici. Non, je suis parfaitement humain. En fait, c'est vrai qu'on pourrait penser que je suis tellement passionné qu'en fait, je rêve que d'un monde de robots. Loin de là, j'ai ma petite fille que j'adore et je rêve au contraire d'un... Et plus sérieusement, à quel moment on va mixer les deux entre greffer un cerveau sur une machine ou l'inverse, une machine sur un cerveau? Il y a des gens qui travaillent dessus. Oui, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Donc ça, c'est entre autres Google. C'est vrai que je les mets souvent en avant, mais c'est vrai qu'ils sont très avancés de ce côté-là. Google a annoncé que le premier humain qui vivra 1000 ans est probablement déjà né. Puisqu'en fait, ils travaillent là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, le robot ne va pas nous remplacer. C'est qu'un jour, on risque de mixer. Mais c'est déjà le cas, hein. Les cœurs artificiels Carmat, c'est déjà ça. Hein. Les prothèses, c'est déjà ça. Et on parle déjà, par exemple, d'augmenter la mémoire en rajoutant en gros des puces, des barrettes de RAM, quoi. On est déjà en train de travailler là-dessus. Donc on va aller vers une évolution.
Mais voilà, ça va pas se faire tout de suite, ça va se faire dans plusieurs générations. Oui, j'ai lu qu'au niveau de la finance, la fintech, là, il y avait les robots advisors, là, voilà, si c'est robot advisor, et le meilleur gestionnaire du monde, c'était un robot. Ah oui. Voilà, oui, et voilà. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, enfin moi, je rajoute quelque chose. Le patron de Tesla, il a dit que les robots allaient être plus dangereux que le nucléaire. Parce que voilà, la fiction, après le robot surpasse l'homme et détruit l'homme. Alors oui, ça c'est une vision il y a lui, mais il y a également Bill Gates qui l'a dit, et comment il s'appelle, celui qui est en chaise roulante là, j'ai plus son nom. Voilà, Hawkins, pardon. Et ils ont effectivement une réflexion. Je dirais que c'est plutôt une réflexion, c'est-à-dire qu'il faudra créer une éthique, ça c'est sûr. Comme on parlait tout à l'heure, de toute façon, il y aura des dérives. Dans toute technologie, il y aura des dérives. Ça a déjà commencé hein, en Corée du Sud qui a annoncé il y a 15 jours que maintenant ils avaient des robots qui tiraient à vue avec sommation, mais automatique. C'est pas, il n'y a pas quelqu'un en train de dire vas-y, tu tires. Directement, il le fait. Donc voilà, il y a des dérives donc là c'est pour les robots boursiers par exemple. Alors en fait, je pense qu'il y aura même à terme. C'est même déjà commencé plus ou moins par en gros des logiciels qui gèrent en fait toute la partie économique. Et parce qu'elle va avoir tout, on va lui mettre le maximum de données et elle-même va essayer de mixer au mieux pour aller au mieux pour le plus de monde possible. Ça, il y a des débats là-dessus. Oui, je pense qu'ils n'auront pas de mal à faire un robot qui est meilleur que les traders habituels, puisqu'aujourd'hui, en fait, tout est robotisé. Bah, c'est déjà le cas, en fait. Sur les marchés, aujourd'hui, ils repartent des modèles anciens, ils reproduisent, et aujourd'hui, ils imaginent les scénarios d'évolution des marchés en fonction des scénarios antérieurs. C'est ce qu'on appelle couramment la robotisation des marchés, et sans compter les marchés à la nanoseconde, puisqu'aujourd'hui... on en est même à se dire qu'il faut installer les salles des marchés le plus près possible des ordinateurs de la bourse, parce que le temps de transmission de fichiers est beaucoup plus rapide. Donc voilà où on en est. Pas dire que ce soit un succès, on peut pas dire que ce soit mieux, parce qu'effectivement, du coup, on oublie tous les aspects économiques de la bourse et l'utilité économique de la bourse. Ce que je voudrais dire sur l'emploi, par contre, on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs, je crois que faut pas mesurer le robot en termes d'emploi, ça veut rien dire, parce que finalement ça va tuer des emplois, ça va en créer d'autres. Ceci étant dit, faut pas se faire d'illusions. On est dans un monde qui s'est mécanisé. Si on faisait aujourd'hui la productivité par individu par rapport à la productivité par individu il y a 30 ans, il n'y aurait pas de commune mesure. Donc effectivement, bon, quant à l'emploi, je crois qu'il faut s'interroger sur un changement de paradigme et un changement de société. La société sera beaucoup moins gouvernée par l'emploi qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que si elle est plus gouvernée par l'emploi, c'est parce que nos politiques ils pensent à court terme et pas à long terme, et qu'il faut peut-être revoir un peu nos paradigmes et nos manières de voir la vie et la société. J'avoue être assez d'accord. Je suis persuadé que d'ici quelques décennies, peut-être quelques siècles, on arrivera dans ce qu'on appelle une société de loisirs, qui est décrit d'ailleurs dans les romans d'Asimov, où le robot fera en gros toutes les tâches, la grosse partie des tâches, et l'humain travaillera quand même, mais quelques heures par-ci par-là, et ça va être plutôt des spécialistes. Voilà, donc effectivement, le monde sera repensé et l'emploi risque de disparaître, mais pas tout de suite. Vous inquiétez pas, c'est dans plusieurs générations, je pense. Il sera le travail tel qu'il est va pas disparaître, mais il va changer, il va muter en autre chose. Bonsoir, je suis assez. Bonsoir, je m'appelle François. Je suis assez content d'entendre ce soir le nom d'Asimov, parce que je l'ai lu quand j'étais jeune et j'ai trouvé que c'était des histoires fantastiques qui étaient racontées. Ce soir, j'ai juste une petite réflexion. C'est que l'homme qui vient d'une évolution naturelle, qui détruit la nature, produit des robots et aurait aujourd'hui peur d'être détruit par les robots. C'est pas faux. Je dirais que c'est plus une réflexion qu'une question. Ça, merci de l'avoir. Belle réflexion.
Moi, je voudrais juste avoir votre position sur l'aspect, alors je ne suis pas vraiment bien placé à ce niveau-là, mais l'aspect responsabilité, l'aspect légal. On parlait de véhicules en cas d'accident. Qui sera responsable si le plaignant porte plainte contre une Google Car ou un autre véhicule ? Alors en fait, c'est déjà ce côté législatif est déjà en cours. Nous, on travaille en fait avec le cabinet Bensoussan Alain Bensoussan pour ceux qui connaissent. C'est Alain Bensoussan, c'est lui qui a créé donc la loi informatique pour tous. Pas informatique, si c'était ça. Hein. Et donc aujourd'hui, il travaille dans le domaine robotique et il travaille avec nous dans chaque Planète Robot. Je fais la pub du magazine, bien sûr. Dans chaque Planète Robot, donc il a sa rubrique de 2 pages où il prend un sujet et il essaye de réfléchir au côté législatif derrière. C'est-à-dire il propose en fait des idées, des concepts et également en fait il donne les réponses qu'on a aujourd'hui sur le plan légal. Et donc oui, effectivement, des cabinets d'avocats principalement travaillent déjà dessus, puisque par exemple les voitures autonomes ne seront pas en circulation réellement tant qu'il n'y a pas une loi derrière qui va bien planifier tout ça. Pouvez-vous nous dire comment est située la France, notre pays, dans le domaine de la recherche et de la production? Est-ce que ce sont les États-Unis en numéro 1, le Japon en 2 ? La France en 3 peut-être? C'est un peu ça. En fait, ça dépend ce qu'on parle de robotique. Vous parlez de robotique en général, robotique industrielle, robotique de service? Les questions peuvent se défiler les unes après les autres. Alors, j'avoue que... Est-ce qu'on est bien placé dans la course du futur? C'est ça la question. En robotique industrielle, on est plutôt mal placé. Même en Europe, on est mal placé. Je dirais plutôt en termes d'utilisation des robots, on est plutôt mal placé. Mais c'est bon, on est en train de rattraper un petit peu notre retard par rapport à l'Allemagne ou à l'Italie, qui sont bien plus en avance que nous. Mais bon, on est en train d'un peu de rattraper tout ça. Mais par contre, en tant que créateur, je dirais particulièrement dans la robotique de service, on fait partie des leaders. On pourra imaginer que c'est le Japon. Oui, c'est le Japon. Mais le problème du Japon, et de la Corée du Sud d'ailleurs, c'est qu'ils préparent les robots de demain. Et en Europe et en France, on travaille sur les robots d'aujourd'hui. Donc, grosse différence. C'est-à-dire qu'en fait, nos robots paraissent moins convaincants, mais par contre, ils sont déjà là. Ils sont déjà même certains commercialisés. On est par exemple les leaders dans les objets connectés. On est les leaders dans les drones grand public. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on était leader dans les robots humanoïdes avec Aldébaran, mais maintenant c'est japonais, donc on ne peut plus vraiment dire qu'on est leader là-dessus. Mais je pense que certaines boîtes vont peut-être relancer tout ça. Mais on fait quand même partie, on a un vivier, on a des compétences qui font partie vraiment de... je résume, on est leader. Ça fait 10 fois que je le dis. Alors, si je voulais juste préciser, la robotique de service est prévue donc de devenir le marché numéro 1, je ne sais plus si j'ai dit tout à l'heure, le marché numéro 1 au monde dans moins de 15 à 20 ans. C'est donc World Robotics qui tous les ans étudie en fait les marchés. Et donc, il prévoit que dans 15 à 20 ans, la robotique de service, pas la robotique industrielle, deviendra le marché numéro 1 au monde, donc devant le cinéma, l'automobile, le jeu vidéo. Et à savoir que ce marché, un tiers sera déjà occupé par la robotique de service agricole. Voilà, alors, après, les 2 tiers se partagent tout le reste.